c'est avec les flèches que je dois le faire, oui. D'accord. Attends, je vais juste supporter. Hop. Ok, ça va. Merci Sophie. Tu vas me faciliter la tâche. J'avais un petit peu peur de dépasser la demi-heure, donc c'est très bien. Tu as mis un arrière-fond qui va me permettre d'avancer plus rapidement sur une série de choses. Tu dis, on ne va pas faire toute l'histoire, moi je vais faire toute l'histoire. Donc c'est bien. Je vais refaire l'histoire un petit peu. Tu vois, oui, j'aurais dû passer avant, mais c'est pas grave, parce que comme ça, je peux m'appuyer sur tout ce que tu as dit, c'est pas plus mal. Donc, on commence avec ce que tu as terminé, c'est-à-dire la goutte, qu'on attend tous depuis longtemps maintenant, et elle va en effet, je crois, bientôt sortir. Merci d'avoir invité la Commission à s'exprimer. Je viens parler devant vous tout seul, mais c'est le fruit d'un travail de groupe, comme toujours à la Commission. On se réunit, on discute beaucoup, donc ça a permis de faire pas mal d'échanges intéressants sur le sujet. Alors, tu l'as dit, hein, mais la prise en considération de l'architecture moderniste comme patrimoine par une partie du secteur, elle remonte déjà en fait à de très nombreuses années. Il y a eu énormément d'initiatives qui sont malheureusement restées lettres mortes. En réalité, jusqu'il y a peu, c'était surtout les spécialistes et les amoureux de cette période de patrimoine qui s'inquiétaient de cette production architecturale qui, tu l'as dit aussi, était particulièrement en danger. Alors, tu l'as dit, en Wallonie, le focus sur le patrimoine du XXe siècle, il ne s'était pas vraiment exprimé jusqu'à la DPR précédente. Et tu l'as très bien dit aussi, il y avait un lien qui a été établi entre la volonté de faire un inventaire du patrimoine XXe en danger. Alors ça, c'était un petit peu particulier, mais en réalité, c'est l'urgence qui a été réclamée par les spécialistes du secteur qui a finalement convaincu, j'ai envie de dire, les autorités, une fois que le gouvernement s'est mis en place, et de traduire sa politique dans une déclaration de politique patrimoine, déclaration de politique régionale. Pardon. Alors, c'est donc cette notion de danger qui a permis cette déclaration-là. Et à titre d'exemple, je vais vous en montrer quelques morceaux choisis. En fait, c'est pas compliqué. Hein. Si on veut aller voir le patrimoine 20e qui était en danger, il suffit d'aller sur le site de Docomomo qui les liste régulièrement, qui renouvelle cette liste. Cet exemple-ci, on ne pouvait pas passer à côté, démoli en 2017 dans le contexte du réaménagement de la nouvelle esplanade de la gare des Guillemins, détruit en 2017. Un autre style, on en a beaucoup moins parlé à l'époque, démoli en 2006, l'église Saint-Médard à Anderlues, qui était un magnifique édifice, avec de fantastiques tribunes sur tout le long des collatéraux. Elle avait déjà intégré une tour plus ancienne classée, et donc quand on a démoli cet édifice, eh bien on a gardé la tour. Hop, voilà, on a gardé la tour. Alors évidemment, elle est totalement décontextualisée aujourd'hui, à tel point que les habitants d'Anderlues parlent parfois du beffroi d'Anderlues. Donc c'est très amusant, parce que quand on cherche un petit peu sur Internet, on dit c'est le beffroi, il va falloir qu'il soit reconnu à l'UNESCO, celui-là. Plus récemment, en 2024, ce sont les auvents du complexe marial de Beaurain, conçus par Bastin, qui ont été détruits aussi, en vue du réaménagement du sanctuaire. Alors, ceux-là n'ont pas été détruits sans mal, hein, il y a eu quand même pas mal de réactions. Détruits. Ici, on ne peut pas non plus passer à côté de cet exemple-là qui est connu de tous, l'immeuble du CA, dont le maintien est encore aujourd'hui remis en cause dans le cadre d'un projet de revitalisation du quartier de la Gare. La piscine Solvay à Couillet, désaffectée depuis 1998, classée pour essayer de le sauver en 2000, qui a une sœur jumelle à Gemep-sur-Sambre qui, elle, se porte beaucoup mieux, mais dont l'abandon ici est tel que son avenir est plus que menacé malgré le classement. Comme quoi, le classement ne protège pas toujours, n'est-ce pas Sophie ? Alors, on parle beaucoup de la Wallonie. Souvent, il y a un certain nombre de personnes qui essayent de dire que c'est en Wallonie qu'on détruit tout. Il n'y a pas qu'en Wallonie qu'il se passe des choses parfois un petit peu tristes. Ici, la fantastique piscine d'Ostende, brutaliste, je sais qu'on pourrait un petit peu ergoter sur les mots, mais ici, architecture tout en béton apparent, eh bien, elle a été détruite en 2023, malgré beaucoup de remous. Aujourd'hui, voilà ce qu'il en reste. Une énorme esplanade herbeuse qui met, c'est vrai, en valeur la coursive royale. Mais enfin bon, on a quand même perdu quelque chose de vraiment intéressant. Alors,
l'appel de la DPR de faire un inventaire du patrimoine en danger et dont celui du XXe siècle, ok, mais c'était quand même un petit peu particulier pour qui devait s'y pencher, je pense notamment à la WAP et à tous les gens qui ont dû y réfléchir, c'est que, quelque part, aborder une production qui est de facto déjà définie comme du patrimoine, et sur la durée d'un siècle en entier, c'est quand même sans aucune précision d'aucune sorte. Il faut quand même le préciser, parce que les DPR, c'est toujours laconique, c'est souvent mal torché. Donc il faut faire avec la phrase qu'on a, et la phrase c'était ça. Donc aucune précision, il y avait de quoi se poser pas mal d'interrogations. Aujourd'hui, personne n'oserait aborder le patrimoine du XVIIIe siècle comme si c'était une matière monolithique et qu'on allait avancer comme ça. Personne n'oserait faire ça sans distinction typologique, sans nuance chronologique, sans aucune précision géographique. Et la question se poserait exactement de la même manière, et tu as dit que vous alliez attaquer ça, sur la production architecturale du XIXe siècle. Hein. Une production qui, elle, a pourtant entamé sa patrimonialisation depuis plus longtemps, dès 1980 en Flandre, en 90 et en 2000 en Wallonie, et nous devons d'ailleurs une grande partie de cette sensibilisation par un agent de la WAP qui est ici, hein, Emmanuel, merci. Tu as mis le pied avec tes recherches, si tu es encore là, je ne sais pas, pour pouvoir sensibiliser cette matière-là. Et donc, on est arrivé, après une série de sensibilisations, à classer aussi des exemples du XIXe siècle. Ici, je vais en montrer quelques-uns, pas tous. L'église Saint-Antoine-Ermite à Pépinster qui a été classée en 96, ou encore l'église Saint-Martin à Arlon qui a été classée en 2002, toutes deux aujourd'hui patrimoine exceptionnel de Wallonie. Alors, pour cette période-là, au XIXe siècle, il y a eu aussi des démolitions. On ne démolit pas que le patrimoine du XXe. On a même voulu démolir parfois d'autres choses plus anciennes. Il existe ici, vous connaissez tous le cas du château de Noisy, hein, qui a été démoli entre 2016 et 2017. Il y a aussi les cas bien connus et réguliers et récurrents d'églises du XIXe. Voilà l'église de Couillet, que tout le monde connaît, dont l'arrêté de démolition a déjà été signé. Alors là, c'est une photo de 2004. Hein. Donc elle est impeccable, mais on pouvait déjà plus y rentrer. Donc, mais en 2004, elle était comme ça. Voilà. Donc, après un aperçu aussi assez rapide, on se rend compte que quelque part, même si on peut entendre que depuis longtemps on voulait protéger le patrimoine du XXe siècle, trouver les moyens de le faire rapidement et efficacement, ce n'était pas toujours évident, Sophie l'a rappelé. En fait, quand on veut définir le patrimoine, c'est facile par l'exemple. Hein. On va désigner un moulin ou un château du XVIIIe et on va lui attribuer le statut de patrimoine, c'est facile. Mais on sait bien que depuis quelques décennies, la famille des patrimoines, elle s'est élargie et elle inclut des ouvrages plus récents, comme des piscines, ici c'est un bel exemple, ou bien des ponts ou des industries, puisque vous allez bientôt aussi travailler là-dessus. Ce qui semble donc être une évidence, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît quand on creuse un petit peu. Le patrimoine, il a connu des significations très différentes au cours de l'histoire. La distinction de ce qui fait patrimoine, c'est aussi lié à une autorité et à un public qui va le désigner comme tel. C'est ce qu'on appelle quelque part la reconnaissance. Alors, cette reconnaissance, à cette notion de reconnaissance ajoute celle de la protection. Et chez nous, en Wallonie, on va parler, comme tu l'as dit aussi Sophie, de biens classés, de biens donc protégés par la loi. Alors, en fait, c'est dans le contexte de la Révolution française, au moment où tous les emblèmes qui étaient liés à l'histoire de la royauté et de l'Église et qui étaient portés au nu durant le Moyen-Âge et l'Ancien Régime, ils vont être vandalisés avec violence durant la Révolution française. Et à ce moment-là, il y a eu vraiment une volonté d'effacer de la mémoire toute trace d'une certaine idéologie et de sa culture matérielle. Alors c'est intéressant de se rendre compte que c'est au même moment, dans la même période, en fait pas très longtemps après cette scène que je vous illustre ici, que l'État français va vouloir créer le musée des monuments français. En fait, en même temps que détruire, il va vouloir sauvegarder les traces d'une société qu'elle estime passée et révolue. On est quelque part dans une société complètement schizophrénique. Bon. Aujourd'hui, c'est pas très différent. En fait, quand on a abattu le mur de Berlin en 1989, à peine il était abattu, on a récupéré des petits morceaux, on a très très vite mis un certificat d'authenticité, je vais en reparler après, et on les a revendus comme des reliques pour se souvenir de ce monument qui avait disparu alors qu'on a voulu le faire disparaître avec à la fois plaisir et violence. On a fait la même chose, exactement la même chose avec la Bastille à Paris. À peine la Bastille était détruite, qu'un entrepreneur a fait son blé et a fait toute une série de maquettes en utilisant des restes de cette Bastille. Et ces maquettes de la Bastille, elles ont été distribuées aux quatre coins de la France
pour se souvenir quelque part de cet événement. Donc, à la fois, quelque part, ça montre quoi? Ça montre que la vision moderne du monument, elle s'est construite au lendemain de la Révolution française, parce qu'on parle de danger. Et donc, quand les monuments étaient menacés, quand ils étaient en danger, on s'y est quelque part attardé. Les décideurs de l'époque souhaitaient tout à la fois régénérer la société et l'éduquer, mais cette éducation, elle ne pouvait pas se faire, se réaliser, sans que les monuments ne se mettent à son service. Donc, la notion de monument, elle s'est muée quelque part à ce moment-là en celle d'héritage historique, et donc, autrement dit, avec les mots d'aujourd'hui, de patrimoine. Après la Seconde Guerre mondiale, les réactions étaient tout à fait différentes. À ce moment-là, on a été face, et Sébastien Charlier l'a expliqué encore hier soir, à des terribles destructions dues à la guerre, et il a fallu procéder à de lourdes campagnes de reconstruction. Une reconstruction de la trame bâtie, on manquait de logements, mais aussi une reconstruction quelque part d'un nouvel ordre démocratique. Et ce nouvel ordre démocratique, il s'est construit sous la houlette de la modernité qui était vue alors comme un gage de nouveau bonheur, et Sébastien l'a dit aussi, un bonheur sur le modèle américain, même si aujourd'hui on a du mal à le dire. Bon, alors c'est aussi une période où on sort d'un véritable traumatisme humain. Il y a eu quand même de véritables massacres qui ont été réalisés à cette période-là, et donc on prend conscience de l'importance, de la fragilité de cette humanité et de la nécessaire sauvegarde de celle-là au travers de ses productions et de ses coutumes. À ce moment-là, le patrimoine, quelque part, il devient mondial. Avec l'adoption en 1972 de la Convention de l'UNESCO sur le patrimoine mondial et la création de la liste du patrimoine mondial. Alors, c'est drôle parce que parallèlement à ça, chaque pays va voir son champ patrimonial à lui s'élargir aussi. Donc, c'est en même temps que cette période de l'internationalisation du patrimoine, c'est aussi l'intérêt pour le vernaculaire qui apparaît. C'est la naissance des écomusées et la reconnaissance des arts populaires à la même période. Alors, du coup, aujourd'hui, tout ou presque tout peut prétendre faire patrimoine. Les édifices ou les objets les plus ordinaires peuvent aspirer à ce statut, et ce pour des tas de raisons tout à fait légitimes, dès qu'un chercheur va les signaler comme typicum ou unicum, comme représentatif ou rare. C'est quelque part ce que nous dit Olivier Mongin, et lui, il dit que c'est une inflation de ce qui doit faire patrimoine et que ça reflète une forme d'obésité contemporaine de la mémoire. Avec cette obésité mémorielle, on a tendance à vouloir protéger tout le temps, et cet éclatement, parfois, il nous fait perdre le sens de la protection. Aujourd'hui, le système de production du patrimoine, autant que celui de sa protection, atteignent quelque part une forme de limite. Alors progressivement va apparaître la nécessité de procéder à une sorte d'introspection sur notre manière d'envisager le corpus qui fait le miroir de nos sociétés. Mais sans abandonner, et c'est parfois compliqué, sans abandonner pour autant la trame patrimoniale qui fait tout notre environnement immédiat et quotidien et auquel on est tous attachés. Alors c'est un exercice qui est compliqué, et les solutions qui ont été envisagées ne doivent pas nous faire passer à côté justement du sens recherché au travers de cette protection de nos biens patrimoniaux. Ne pas réinvestir dans le sens de cette protection, quelque part, c'est risquer des dérapages, mais c'est aussi créer du flou et parfois des incompréhensions. Tu l'as dit, Sophie, on ne comprend pas toujours pourquoi on classe les choses. Eh bien, si on ne réinvestit pas dans le sens de la protection, on va créer du flou, des incompréhensions dans les priorités qui vont parfois être données à qui? À nos politiques. Tu l'as dit, c'est eux qui vont signer les arrêtés de classement. Et donc, les actes posés envers ces politiques et envers le patrimoine risquent alors, de la part des politiques, d'être plus diplomatiques, plus politiques, parfois trop réactifs et pas assez sous-pesés au regard des objectifs visés. Alors, les outils de protection, tu en as parlé, mais je vais moi en faire un bref historique. En fait, en Belgique, la destruction des monuments Art Nouveau durant les années 50 et 60, et singulièrement la démolition de la maison du peuple d'Horta à Bruxelles, vont créer un véritable traumatisme et vont enclencher progressivement une prise en considération du patrimoine architectural du XXe siècle. Traduite, cette prise en considération petit à petit dans les outils de protection en Wallonie. Parmi ces outils, le premier dont je vais vite aborder, c'est évidemment l'inscription des biens à l'inventaire régional du patrimoine. Donc, on l'a dit, cet inventaire, c'est un outil de sensibilisation. C'est une première sélection, quelque part, de ce qui fait patrimoine, mais à l'échelle locale. Alors, il informe de la qualité du patrimoine, mais
il n'a que très peu d'impact dans les faits sur la protection d'un bien. Il informe. Et dans un premier temps, ces inventaires qui ont débuté dans les années vers 1966, ils abordent que très peu les réalisations du XXe siècle, Sébastien l'a répété hier, et ce ne sera qu'une dizaine d'années plus tard, fin des années 70, début des années 80, qu'on y intègre petit à petit les édifices Art Nouveau, Art déco, etc. Et parfois quelques éléments modernistes, souvent des éléments plutôt religieux. Alors ici, j'ai voulu montrer cet exemple-ci, le château de Fer-Date, qui fait parler de lui encore aujourd'hui, qui est à l'inventaire, seulement à l'inventaire, mais qui, dans les outils internes et dans les listes publiées maintenant, fait partie des jalons. Donc le travail a été quand même réalisé. Mais pour le moment, dans l'inventaire, ce sont 2 lignes qui décrivent cet édifice. Et donc, c'est parfois difficile de faire comprendre qu'il y a un intérêt quand on n'a que 2 lignes de description à un moment donné. Donc, c'est pour ça que les choses doivent évoluer. Alors, Sophie en a parlé aussi, il y a l'inscription à l'inventaire régional, mais avec une pastille. Alors, cette pastille, un petit point noir à côté du nom du bâtiment qui est pointé, mais quelque part, il signale aujourd'hui, parce que la notion de la pastille, elle évolue dans le temps aussi. Hein. Non, tu n'as pas. Tu vois, l'historique est parfois intéressant. Donc, l'historique de la pastille, ça a parfois évolué. Aujourd'hui, c'est pour pointer les meilleurs exemples à l'échelle locale et dont la pérennité est souhaitée. Alors, cette pastille, elle a plus d'impact, Sophie l'a dit, donc je ne vais pas le répéter, mais elle demande obligatoirement l'avis et de la Commission royale et de la WAP, qui sont des avis non contraignants, mais quelque part, ces avis informent le demandeur ou l'autorité de la meilleure orientation à prendre par rapport aux édifices qui sont pointés. J'ai évidemment pris tous les édifices du XXe. Ici, on va vite faire un petit passage. Vous avez par exemple l'église du Sacré-Cœur à Binge, en Hainaut. Vous avez en Brabant wallon le collège du Christ-Croix à Ottigny. En province de Liège, on aurait pu montrer beaucoup de choses, n'est-ce pas Pierre? Mais j'ai décidé de montrer les villas de Spa, on l'a vu déjà celle-là hier aussi, qui sont à la charnière entre le 19 et le 20e, mais qui sont un vrai déclencheur vers la modernité. En province de Luxembourg, étonnamment, très peu de choses sont pastillées, alors qu'il y a une production justement très intéressante, moderniste, au XXe siècle. Alors, j'ai montré cet édifice-ci parce qu'il fait partie des peut-être futures gouttes dont Sophie a parlé. En fait, il y a une véritable analyse qui a été faite de ce bâtiment, mais pour le moment, il est inscrit à l'inventaire sans plus. Il fait partie des jalons aussi, et donc on va voir ce qui va en advenir. Dans le Namurois, je reviens avec le bâtiment du CA, qui lui est bel et bien pastillé. Et donc, il y a malgré tout une forme de protection et une série d'avis qui pourront en tout cas être donnés et sur lesquels, je ne doute pas, une série d'acteurs de la société civile vont s'appuyer et s'appuient, comme toujours, quand c'est dans un intérêt de protection. Alors, les biens du XXe siècle, on peut s'en réjouir. Tu as mis des chiffres, donc je suis très content, parce que moi, je ne les avais pas à ce point-là aussi finement calculés. Tu vois. On sent que derrière toi, tu as plein de... tu connais mon problème avec Excel. Mais donc, je vois que les résultats sont vraiment intéressants. Et donc, on doit se réjouir qu'il y a déjà des bâtiments du XXe siècle qui sont pastillés. Et on sait bien que c'est un inventaire qui doit sans cesse être remis sur le métier et que donc c'est normal qu'il y ait des biens qui rentrent aujourd'hui et qui n'étaient pas rentrés hier. Alors, l'outil de protection le plus connu, tu l'as dit, c'est le classement. Sont classés les meilleurs témoins à l'échelle régionale, c'est la protection suprême en Wallonie. Plein de gens nous envient cette protection, notamment la nature voudrait parfois qu'on puisse avoir le même type de levier, parce que c'est une des protections les plus contraignantes sur la propriété privée. Ça peut aussi s'expliquer historiquement, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus maintenant. Alors, c'est intéressant quand même de se pencher sur cette protection du classement en les présentant par ordre chronologique d'apparition des classements. Parce que ça fait apparaître en fait 3 grandes périodes importantes. J'ai schématisé très fort. Vous avez plein de bâtiments qui peuvent ci et là apparaître, mais quand on schématise un peu, on voit apparaître 3 grandes parties distinctes, 3 grandes phases. Et la première, c'est celle qui remonte avant la régionalisation. Et là, moi, j'y ai pointé 2 exemples phares. C'est la Maison du Peuple ici à Dour, qui a été classée en 1982, et la Maison Losso à Mons, qui a été classée d'abord l'extérieur en 82 et puis l'intérieur en 83. Alors ce sont 2 éléments phares du XXe siècle, aucun doute, qui ont été protégés là, 2 emblèmes qui ne posent absolument pas question. Mais pourquoi ceux-là et pas d'autres à cette période-là, vous allez me dire? Voilà, c'est toujours un peu la question qu'on peut se poser. Alors, dans le premier cas, la Maison du Peuple, c'est évident que c'est un témoin qui est lié à un modèle de société. Et son classement, ça illustre une réponse wallonne au traumatisme de la destruction de la Maison du Peuple de Horta à Bruxelles. Le second cas, lui, il est très marqué par l'Art Nouveau, et il y avait là une volonté de préserver une production Art Nouveau aussi en Wallonie. La deuxième phase, une phase que tu connais bien, Pierre, elle illustre les lendemains de la régionalisation, jusque dans les années 2000.
C'est une période faste pour les classements de tout poil. C'est une période que beaucoup de gens regrettent encore aujourd'hui parce qu'elle est considérée comme l'âge d'or de la protection du patrimoine en Wallonie. Alors, durant cette période, il faut bien se rendre compte qu'on classait presque 100 biens par an. Alors, les petites gouttes, là, c'était le robinet ouvert, quoi, hein. C'est 100 biens par an, alors qu'aujourd'hui, rendez-vous compte, on ne classe presque plus que 10 ou 12 biens par législature. Donc là, la goutte est clairement là. Donc, dans ces protections, dans cette période plutôt faste, on retrouve par exemple ici, en premier lieu, l'église Saint-Hébert à Bléary, classée en 93, qui reste un incontournable du XXe siècle. Après ça, tu en as parlé, mais ça se complique, parce qu'on commence à classer des trucs très vite après leur création. Donc le pont Aubané, il a été construit en 1989, et on le classe sans se poser de questions 4 ans plus tard. 4 ans plus tard, il est classé, en tout cas. 4 ans plus tard, après sa création. J'aime autant te dire qu'il y a quelques années, ce ne serait pas passé. Ça pose des questions sur une architecture du XXe siècle qui, à l'époque, n'était pas encore totalement en ordre de sainteté. Je sais, je suis dans le pays liégeois, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais voilà, ça posait une série de questions, comme celui-là, même s'il est évident qu'il doit être classé. Aujourd'hui, je ne remets pas ça du tout en cause. Mais construit en 88, classé en 94. Donc, quelque part, la nécessité de recul qu'on veut toujours défendre, elle n'est pas toujours là à ces moments-là. La même année, la chapelle musicale Reine-Élisabeth est classée. L'année suivante, c'est l'immeuble Piano de Heugue. On sait aussi qu'il y a le lycée léonidois qui sera classé en 99. L'amicale Solvay, on en a parlé tout à l'heure, qui est classée en 2000. Et ça montre quelque part que pendant les années 90 et le début des années 2000, il y a vraiment une volonté de protection, mais aussi une priorisation qui peut parfois être relativement aléatoire et qui donne de facto à certains biens une protection peu de temps après leur construction. Parfois, le temps d'analyse aurait pu asseoir encore un petit peu plus, je pense, certains classements. Alors la Sauvenière ici, Flavio, j'ai demandé ton autorisation, je te cite, hein, tu as joué un rôle important dans la protection de la Sauvenière à Liège. Elle fait exception, c'est un superbe exemple de sauvetage et de reconversion au travers de son classement en 2005. Alors, pour moi, on est là dans une charnière où il y a une prise de conscience, il y a un vrai projet aussi dans le classement de ce genre de complexe. Alors, c'est assez marquant parce qu'après cette période faste de classement de tout poil, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même une période de silence assez importante avant de revoir des classements du XXe siècle. Jusqu'à la troisième phase, qui illustre et qui débute en 2011. On a parlé de la maison Mosin à Liège, mais ici, on est en 2012, avec le classement de l'église Notre-Dame du Travail à Bray-le-Vent-de-Mons, tout en béton. Et cette église-là, elle a bénéficié d'une mise en lumière d'un inventaire des églises paroissiales de Wallonie qui sont construites entre 1830 et 1940. Après ce classement one-shot, et aussi celui des chapelles mariales de Bertry, il faudra encore attendre une dizaine d'années avant que d'autres biens réellement marqués par cette production architecturale du XXe siècle soient protégés par un classement. Tu en as parlé, l'église Saint-Pierre et Paul de Warneton, il y a quand même des marqueurs modernes et des marqueurs assez importants malgré tout dans ce bâtiment par rapport à toute une série d'autres productions. Ben, voilà, elle est protégée dans le contexte de la DPR précédente. La maison Van de Schrik, tu en as parlé, je ne vais pas m'attarder, classée en 2022. La maison personnelle et les ateliers de Roger Bastin en 2023. La Villa de Houé en 2023 aussi. Et puis, on a une procédure de classement toujours en cours. On l'a dit, la petite goutte va tomber bientôt à Louvain-la-Neuve avec une fiche patrimoniale réalisée par Sébastien Charlier. Et une autre étude qui est, on y revient, l'église de Marlois. On a affaire là à une fiche patrimoniale qui a été très fouillée, n'est-ce pas Sophie? Elle est très complète et qui présente ce dossier comme vraiment un édifice emblématique et précurseur. Alors, cette dernière phrase-là, phase-ci, elle est marquée quand même par un temps qui est donné à l'analyse avant la mise en place d'une protection adaptée. Alors, ou bien on s'appuie sur un inventaire thématique, ou bien il y a une démarche qui est enclenchée par une DPR, ou encore, et tu en as parlé, il y a une concertation qui a été initiée par plusieurs acteurs du secteur. Donc si on schématise, je sais que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais si on schématise quand même un petit peu, on vient d'un moment où il y a des protections qui avançaient parfois à l'aveuglette, par accident, par combat personnel.
et qui ont fonctionné et qui viennent ici avec une vraie protection, à quelque chose qui reflète quand même une volonté d'embrasser la problématique, et tu l'as bien expliqué Sophie, à la fois de manière plus transversale, concertée et mieux documentée pour que les choix de classement aient une vraie valeur régionale. On en a souvent parlé, l'échelle régionale ressort vraiment fort. Je vais accélérer parce qu'il y a une série de choses dont je voudrais quand même parler avant qu'on me dise que je n'ai plus que 5 minutes. Alors, quelque part, c'est que suivant la volonté de chercher du sens à la protection du patrimoine, on a voulu tout doucement avoir une analyse de plus en plus sérieuse. Et depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, il y a toute une série de textes qui encadrent cette protection pour mettre au point des intérêts et des critères comme support d'évaluation, en vue de classer éventuellement un bien. On connaît, pour la plupart d'entre vous, tous ces intérêts. Quand on les liste, c'est un peu long, hein, historique, archéologique, esthétique, mémoriel, paysager, urbanistique, architectural, artistique, scientifique, social, technique. Ça en fait quelques-uns. Il y a du vrai travail là derrière. Et jusqu'aux années 2000, en fait, et un petit peu après, souvent on citait les intérêts. On citait les intérêts et l'arrêté de classement, quand on en fait 100 par an, j'aime autant vous dire que ça y va, la justification se suffisait de ces intérêts. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus complexe. Non seulement le nombre d'intérêts possibles a augmenté dans les textes législatifs, mais en plus de ça, on demande de les croiser avec des critères. Et les critères, il y en a 4. Il y a, plus on va croiser de critères avec les intérêts, plus quelque part la valeur patrimoniale d'un bien, dans la fiche, en tout cas intellectuellement parlant, sera assurée. Alors, ces critères, il y en a 4. Il y a celui de l'authenticité, celui de la rareté, ce qui est rare et quelque part précieux, de l'intégrité, le bien doit être le plus complet possible, il doit expliquer ce que le bien était, et la représentativité, le bien doit refléter quelque chose de typique. Alors, pour nous, Nord-Européens, le critère le plus important, c'est celui d'authenticité. Le bien, il doit être vrai, il doit être authentique. Maintenant, quand on creuse un peu, de quelle authenticité on parle? Il y a l'authenticité matérielle, il y a l'authenticité formelle, on peut parler d'authenticité d'usage. On sait bien que dans certaines cultures, c'est plus l'esprit d'un bien qui compte que sa matérialité. Donc, on peut aussi se demander si c'est vraiment possible, sur un tout petit territoire comme le nôtre, d'avoir des biens qui sont à la fois rares mais typiques, intègres mais authentiques, tout ça à notre petite échelle. Donc, parfois, à force de vouloir être scientifique, le risque, c'est qu'on ouvre la porte à un jeu de langage et on arrive comme ça à avoir des querelles d'experts où jamais personne n'a raison et où parfois c'est difficile d'asseoir, comme tu le dis, la valeur d'un bien, sauf pour ceux qui ne font pas débat. Alors, si le classement d'un bien, déjà en général, c'est le fruit d'un travail complexe, quand on parle du XXe siècle, Sophie l'a abordé, c'est encore plus complexe. Encore plus complexe parce qu'on a vraiment une production architecturale qui est en rupture. Alors, je vais faire rapidement les différentes ruptures. Il y a une rupture avec les styles historiques. En réalité, c'est une production qui est en rupture avec notre manière coutumière d'évaluer ce qui fait miroir de nos sociétés. C'est en rupture avec l'historiographie classique de notre histoire de l'art et de l'architecture. Donc c'est compliqué. On est en rupture avec le nombre, ça a été dit beaucoup hier. Il y a une masse de projets sans précédent qui apparaissent les uns après les autres et dont beaucoup sont qualitatifs. La production, elle est tout simplement immense et procéder à une éventuelle sélection, eh bien, c'est vraiment pas facile. On est en rupture avec le processus créatif. On a affaire à un panthéon élargi de personnalités, de créateurs et d'architectes. C'est une période qui se singularise par le règne de l'individu. Chaque auteur a sa patte, chaque projet est régi par ses propres considérations. Donc, chaque projet est intéressant. En rupture programmatique aussi. On va observer un foisonnement de propositions qui vont toutes essayer de répondre à des enjeux sociétés qui évoluent avec une rapidité sans précédent. On ne crée plus seulement des machines à habiter, à prier ou à se défendre, on va aussi créer des machines à produire, à travailler, à se distraire, à consommer, à éduquer, à se soigner ou encore à faire du sport. Donc on a une typologie beaucoup plus vaste à laquelle on doit s'attaquer. On est en rupture, tu en as parlé Sophie, avec l'usage des matériaux qui vont se diversifier de plus en plus, que ce soit le verre, le béton, le fer ou les matières plastiques, elles vont toutes poser des problèmes d'authenticité lors d'une éventuelle restauration. La préfabrication va s'imposer aussi un peu partout. Donc il faut être capable de comprendre les techniques nouvelles et parfois très pointues qui sont présentes dans l'architecture du XXe siècle, alors que pendant des siècles, on a construit peu ou prou de la même manière, avec des techniques coutumières. On est en rupture aussi avec les normes et les contraintes. Une des marques de fabrique de l'architecture moderne, c'est justement de défier les normes et les contraintes.
qui ont régi l'art de bâtir jusqu'au XIXe siècle. Il suffit de descendre ici sans se casser la gueule. Moi, j'en ai vu quelques-uns qui sont tombés. Évidemment, ce n'est pas prévu pour avoir cette circulation comme ça ici. Ça a été aménagé comme on a pu. Donc, il y a des contraintes, il faut y faire attention. On est en rupture avec son territoire aussi, puisqu'il va s'agir d'un mode constructif qui va s'internationaliser. On va s'éloigner des codes territoriaux et vernaculaires, et le même type d'architecture va se retrouver un peu partout dans le monde. Du coup, ça impose une prise de hauteur, une comparaison parfois à une autre échelle territoriale que simplement celle de la Wallonie. On est en rupture avec la chaîne de connaissances et la reconnaissance. Le flux bâti est important et les distances nous manquent régulièrement. On est parfois peu documenté. Sophie l'a dit, il faut faire parfois appel à des expertises extérieures. Face à cette masse de biens et de personnalités, chaque projet pourrait paraître digne d'intérêt puisqu'il présente une certaine vision du monde. Donc, vous l'aurez compris, l'architecture du XXe siècle, elle met nos outils de protection quelque part à rude épreuve. Il faut vraiment qu'on remette sur le métier notre manière de pouvoir évaluer certains biens. Alors, comment protéger? Ici, je vais vite, aller vite. Le classement, on en a parlé quelque part. C'est une évidence, le classement protège, pas toujours comme on le souhaite, on le voit, mais il va falloir qu'on puisse protéger des exemples signalétiques et importants. Le classement, ça pose des questions aussi. Vous connaissez tous Piano de Heug qui a été restauré et a posé beaucoup de questions. Quelque part, on en est arrivé à un moment donné à se dire ce bâtiment, il est en mort clinique, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, il y a eu beaucoup d'analyses qui ont été faites, beaucoup d'éléments du bien n'étaient plus capables d'être conservés, et donc il a fallu reconstruire et prendre parfois des options de restauration totalement différentes, en changeant des matériaux, quelque part, en se permettant aussi de se poser la question, qu'est-ce qu'on va vouloir montrer? L'esprit du bien ou bien sa matérialité? Et ici, pour beaucoup de choses, on a plutôt reconstruit, mais aussi en devant faire attention aux normes actuelles. Sophie en a parlé. Quand on a des rambardes comme celle-là, elles ne sont absolument pas en normes. On n'a pas voulu les changer, sinon on allait les modifier beaucoup trop, et donc on en a simplement aussi réduit l'accès. Le PEB, etc., ce sont des choses auxquelles c'est très difficile dans le patrimoine du XXe siècle. Tu as parlé de Louvain-la-Neuve. Louvain-la-Neuve, c'est un sujet intéressant parce que c'était une bibliothèque des sciences, c'est devenu un musée, il y a eu des agrandissements, il y a eu des modifications. On change donc à la fois et de matériel et de programmation, ce qui est très bon pour un bâtiment, parce que ça veut dire qu'il a une valeur encore plus forte puisqu'il arrive à s'adapter dans le temps, mais ça pose beaucoup de questions en amont, pendant et après le classement. Qu'est-ce qu'on classe dans un bâtiment comme celui-là? Tout? Une partie? Est-ce qu'on intègre les nouveaux châssis? Est-ce qu'on va donner suffisamment de largesse à cet arrêté de classement pour pouvoir continuer à faire durer ce bâtiment de manière intéressante? Je suis trop long. Je vais arrêter. Donc, le classement, c'est quoi? Quelque part, à part quelques emblèmes qui vont devoir s'imposer au travers de leur classement, il semble évident que le classement ne va pas pouvoir répondre à tout. On l'a dit, il y a plein de beaux bâtiments. Il nous semble que plutôt que de classer à tête baissée l'entièreté d'un corpus, ce serait intéressant d'établir les valeurs, les balises, pour donner plus de chance à tous ces projets de qualité de pouvoir se réinventer et perdurer dans le temps sans en altérer la nature du projet et en la comprenant bien. Alors ça, c'est une position dont on est convaincu, mais pour faire ça, il faut être sérieusement bien équipé en termes de connaissances. Et c'est ce que l'agence a fait depuis maintenant de nombreuses années. Elle a fait des formations, elle s'est adjoint des gens de l'extérieur. Et comme tu l'as dit très bien, Sophie, je ne vais pas m'attarder là-dessus, a fait toute une politique de sensibilisation et d'intégration de la matière dans son secteur et dans sa manière de réfléchir la protection. Je crois, et à la Commission nous croyons aussi, qu'il faudra certainement faire preuve d'inventivité et d'adaptation envers les intérêts et les critères qui sont habituellement utilisés pour pouvoir les adapter à l'architecture du XXe siècle. Je vais passer tout ce pan-là avec tout ce qui s'est passé depuis quelques années et qui remet en valeur le patrimoine du XXe siècle avec force et où l'administration y a joué un rôle très important. Avant que l'on parle voilà, il y a un lien, on l'a dit au début, et je vais terminer avec ça, entre le danger qui vise un bien et sa patrimonialisation. Depuis toujours, il y a eu un lien. Et cette tension entre le danger et la reconnaissance patrimoniale, elle nourrit pour tout le monde, en tout cas tous les gens intéressés, un sentiment d'urgence. Et ce sentiment d'urgence face à la disparition, au risque de la disparition d'exemplaires qui sont jugés par d'aucuns comme des irremplaçables, ces disparitions, parfois, c'est très amusant, elles peuvent se dérouler dans une indifférence totale ou bien dans des hauts cris, et ça sans forcément un lien réel avec le réel poids de la perte. Et ça peut s'expliquer par plein de facteurs, mais il y en a un
qui est important, c'est qu'il y a quelque part le temps nécessaire à cette patrimonialisation. Une reconnaissance patrimoniale, elle ne s'impose pas, elle se construit dans la durée, avec toute une série d'actions, comme tu as très bien cité tout à l'heure, Sophie. Mais cette sensibilisation, elle ne fait pas tout, ce n'est pas suffisant. C'est une vraie marche sur laquelle il faut monter. Et je comprends que le secteur ait été impatient, parce que déjà en 2012, Jean-Marc Bazin, que certains connaissent certainement ici, un spécialiste réel en la matière, avait déjà listé toute une série de recommandations qui sont les mêmes que celles dont on parle aujourd'hui. Exactement les mêmes. Et il terminait ces recommandations en disant qu'on ne pourrait rien faire s'il n'y avait pas une politique volontariste de protection. On a eu un début de politique volontariste et ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est que cette politique, elle se perdure dans la volonté de faire des inventaires. L'idée des jalons, ça n'a pas été la première idée. D'abord, on a voulu un petit peu se plaquer sur l'idée des labels, mais le label en France a aussi fait sa vie et donc on sait bien qu'ils se sont beaucoup posé de questions. Donc ce n'est pas cette piste-là qui a été envisagée par le groupe de travail. On a toujours dit que c'était la WAP, la commission et la cellule archi, mais il y avait aussi le GAR, parce que Sébastien Charlier était là pour le GAR et donc c'était un intervenant en plus. Et le groupe de travail, comme l'a dit très bien Sophie, est allé vers les jalons. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, avec une liste qui existe sur le site de la WAP et des notices repérables sur carte ou par arborescence de tri sur celui de la cellule archi. C'est vraiment intéressant, la DPR actuelle, elle entend prolonger cette idée d'inventaire thématique. Nous, commission, sommes convaincus que c'est une démarche qu'il faut poursuivre. Les inventaires thématiques, pour nous, c'est la clé, à condition qu'on donne le temps et l'espace nécessaires, justement, à une analyse et à une recommandation. Sinon, ces inventaires vont très vite passer. Un inventaire qui a 5 ans n'a plus de valeur, sauf s'il y a des recommandations et une analyse qui doit venir appuyer les décisions à venir. Excusez-moi d'avoir été un peu plus long.